messieurs, bonjour et bienvenue dans le grand oral qui, une fois encore, s'est déplacé à Parakou sur l'espace honorable Rachid Ibn-Damassi. La proposition de loi d'amnistie des démocrates n'a pas pu franchir le cadre de la commission des lois. Elle a été rejetée avant d'arriver en plénière. Pourquoi? Le code électoral et la constitution doivent-ils être modifiés? En cas de rejet de cette modification de la Constitution, les sages ont-ils l'autorité de procéder à cette modification? Où en sommes-nous par rapport au rapport de l'audit demandé par les démocrates du fichier électoral? Pour répondre à toutes ces interrogations, nous recevons pour vous sur ce plateau l'un des plus hauts responsables du parti Les Démocrates, l'honorable Lourenou Atchale. Bonjour honorable et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonjour à vous. Et c'est moi qui vous remercie et je salue vos auditeurs au passage. Yes. Alors, comme toujours, cette émission est co-animée avec celui que l'avocat de Riké Madougou a appelé l'insaisissable des journalistes du Bénin. Vous savez déjà de qui je veux parler. Et il s'agit de mon confrère, Aboubakar Takou, cher confrère. Bonjour à vous aussi. Merci, cher confrère. Merci à notre invité d'accepter notre invitation pour un grand oral qui se déplace aujourd'hui sur Parakou. C'est la deuxième fois, je crois bien. Exactement, la deuxième fois. Non, je suis bien saisissable. Hein. L'avocat m'a flatté. Merci. Alors, ensemble, nous allons, excusez-moi le mot, cuisiner un peu l'honorable et il va nous dire un peu tout ce qui tourne autour de la politique au Bénin. Et sur ce, je m'en vais déjà lui demander. Alors, honorable, la commission des lois du Parlement a rejeté le 3 janvier dernier, 17 voix contre 6, en faveur du Cantalon, la commission de loi spéciale amnistie au profit de Riké Madougou, Jola Ivor et d'autres personnalités de l'opposition en exil. Comment avez-vous pris cela et quelles autres possibilités avez-vous en tant que parlementaire par rapport à cette situation-là? Avant de dire mes sentiments, je vais d'abord rectifier par rapport à la commission. La commission n'a pas la possibilité de rejeter la proposition des lois. La commission propose à la plénière le rejet de la loi. Donc, la commission a étudié la proposition de loi, fait le rapport, propose le rejet à la plénière. La plénière peut décider autrement comme elle peut suivre la commission des lois. Donc il faut dire que l'étape ultime, c'est l'étape de la plénière qui n'est pas encore intervenue. Mais pourquoi ça a été dit, ventilé partout, que la commission des lois aurait rejeté cette demande? C'est un abus de langage. Pour des gens qui ne connaissent pas la procédure parlementaire, c'est un abus de langage et vous savez, nous avons toutes sortes de journalistes aujourd'hui et surtout les réseaux sociaux. Ça va dans tous les sens et c'est à la plénière de rejeter. Et pour ce qui est de mon sentiment, il faut dire que j'ai été terrifié et il faut dire abattu de constater que des camarades ont opté pour cette voie. Parce que quand on déposait la loi d'amnistie, pour nous, c'était la solution pour la paix dans notre pays, pour corriger tout ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles, parce que on ne peut pas dire que c'est la faute de tout ce qui est arrivé là incombe à un camp et que l'autre camp est clean. Donc il fallait corriger tout ça et nous avons pour nous, on s'est dit que tout le monde devait adhérer à cela. Oui, tout le monde devait adhérer à cela. Mais Rachid Ibn-Damassi, par exemple, estime que vous n'avez pas usé de toutes les tactiques nécessaires pour introduire ce type de loi, étant donné que vous êtes en minorité, il aurait fallu que dans les coulisses, vous preniez toutes les dispositions afin que cela puisse recevoir l'assentiment de vos collègues de la mouvance. Est-ce que vous l'avez fait? Vous devez comprendre que ça, c'est
des propos pour expliquer pourquoi on a rejeté. Et celui qui le dit appartient à une formation politique qui pouvait prendre aussi le lead pour faire aussi une proposition. Parce qu'à l'Assemblée, on est habitué à des lois qui se complètent, à des propositions ou des projets qui se complètent. On peut prendre les 2 ou les 3 ou les 4, mettre dans un ensemble et étudier. Ça, il ne suffit pas d'accuser les autres, il suffit de montrer sa bonne volonté à aller à faire. Donc, ce que nous n'avons pas constaté, et vous savez, vous aurez pu constater que le président de la République lui-même disait que même si les démocrates avaient à 100% l'Assemblée nationale et que cette loi ne passait pas. Donc, cela veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas une consultation préalable que ça n'a pas passé. C'est parce qu'il n'a pas encore, je dis encore, la volonté de faire passer la loi ou de libérer les camarades qui sont en situation aujourd'hui, que ce qui est arrivé est arrivé. Donc, toutes les justifications données sont seulement pour expliquer pourquoi on n'a pas accédé à la loi. Oui, est-ce que c'est du fait de ce mécontentement que votre parti a tout de suite décidé de rejeter l'éventualité de cette révision de la Constitution, tant évoquée ces derniers jours? Non, au fait, c'est une autre manche politique. Vous savez, la révision constitutionnelle aujourd'hui, à l'étape actuelle, peut être perçue comme une révision opportuniste. Nous pensons que nous sommes à une période critique et toute éventualité de révision peut être sujette à inquiétude. Parce que nous sommes à la fin, pratiquement à la fin, du 2e mandat du président Patrice Talon, qui a juré partout, qui va faire les 2 mandats et qui va s'en aller. Nous sommes entièrement d'accord avec lui, que c'est ce que prescrit d'ailleurs notre Constitution. Et pour nous, c'est des paroles politiques. Et si aujourd'hui, à la veille de la fin de son mandat, on s'acharne à réviser la Constitution, nous on dit qu'il y a anguille sous roche et qu'il fallait, coûte que coûte, empêcher que cela ne se passe. Vous savez qu'il y a eu un recours adressé à la Cour constitutionnelle, mais quel recours précise, on ne peut plus clair, que les dates telles que élaborées pour les élections générales n'allaient pas cadrer avec l'éthique du bonne élection. Bon, je veux dire quel est votre sentiment par rapport à ce recours? Oui, c'est un sentiment de frustration parce que pour moi, c'est au moment où on disait que les lois de la République sont prises dans la précipitation par la 8e législature, les lois de la République ne sont pas trop réfléchies. De façon mécanique, les gens votaient, même nuitamment. Ils votent. La Constitution a été révisée nuitamment. La Constitution, et comme l'a dit par le passé le professeur Diogbenou, pour réviser une Constitution, il faut consulter les chapelles politiques, les ONG, les universitaires. Il avait dit. Donc, je pense que ça n'a pas suivi la procédure normale et ils sont allés, parce qu'ils sont les seuls intelligents, ils ont produit ce chiffon-là qu'ils ont produit, qu'ils ont appelé révision constitutionnelle et qui les rattrape aujourd'hui. Moi, j'ai honte à leur place. J'ai honte qu'ils saisissent la Cour constitutionnelle par un kidam pour dire qu'il a des dispositions qui ne cadrent pas, qui sont anticonstitutionnelles. J'ai honte. C'est eux qui ont rédigé, c'est eux qui ont dit que ça respecte la Constitution, c'est eux qui ont promulgué. Mais qu'ils viennent aujourd'hui dire ça, je crois que c'est pas... Mais j'ai trouvé plutôt que la décision de la Cour constitutionnelle est une reculade. La saisine
était pour faire injonction à l'Assemblée nationale à l'effet de modifier la Constitution. Et j'ai lu le Béninois libéré qui en a fait cas. Dans les coulisses, nous l'avons appris. Mais aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a trouvé une parade pour sortir de ça et demander que ce soit le code électoral qui soit révisé. Je dis que c'est un coup d'épée dans l'eau. On n'a pas besoin de la Cour constitutionnelle, de l'injonction de la Cour constitutionnelle pour modifier le code électoral. La mouvance a une majorité. Et l'initiative des lois appartient concurremment à l'exécutif à travers le président de la République et aux honorables députés. Mais on aurait pu utiliser ces prérogatives-là. Une injonction de la Cour constitutionnelle, je pense que c'en est trop. Et on aurait pu laisser le code électoral. Quelle élection on a fait au Bénin aujourd'hui, on n'a pas modifié le code électoral? Dites-moi, quelle année on a fait une élection et on n'est pas allé toucher le code électoral? Et la Sénat l'a dit. Dans sa réponse à la Cour constitutionnelle, elle a dit il y a plusieurs dispositions, ce n'est pas seulement cette disposition-là. Parce que le code électoral qui est là aujourd'hui, c'est un code électoral pris par un parlement monocolore, dans le sens de l'exclusion et de la tricherie. Donc, ce code-là doit être révisé pour répondre à une élection inclusive et transparente. Donc, nous sommes entièrement d'accord, mais il faut que, dans un cadre consensuel, que le code soit révisé, mais pas la Constitution. Mais voilà, c'est là où j'allais en venir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut modifier ce code-là sans toucher la Constitution, puisque le parrainage qui est écrit dans le code électoral est également dans la Constitution? Et forcément, si on touche le code électoral, est-ce qu'il faudra toucher la Constitution? Expliquez un peu là parce que ça, la nuance. Il y a un flou là où c'est possible de toucher le code, plusieurs dispositions du code, sans toucher la Constitution. La Constitution introduit le parrainage des élus. La Constitution a ajouté que ce sont les élus qui parrainent les candidats. Mais que c'est le code électoral qui définit comment ça va se passer. Donc, la Constitution a simplement dit les élus. Mais quand on dit élus, il y a les élus, les conseillers communaux, il y a les conseillers locaux, il y a les députés. Oui. Maintenant, le code est venu préciser que ce sont les maires et les députés. Oui. Voilà. Et dans quelle proportion? C'est le code qui l'a dit. Maintenant, nous sommes dans un cas de figure où les députés, actuellement vous serez déjà sortis quand on va commencer la construction du dossier, à savoir le 6. Exactement. Or, ce 6-là coïncide avec, le serment ou la prise de fonction de député. Dans ces cas, qui va... Non, en réalité, au moment où on déposera les dossiers de candidature pour les présidentielles, les députés de la 9e... Non, ils ne sont pas forclos, ils sont encore en exercice. Mais d'autres députés sont déjà élus. Écoutez-moi bien. D'autres députés sont déjà élus. Mais ces députés-là, une fois qu'ils ne sont pas encore installés, ils ne sont pas députés, ils ne peuvent prendre aucun acte. C'est les anciens députés qui continuent, qui peuvent prendre des actes. Jusqu'à... Ils ont fini. Puisque une autre mandature n'a pas encore pris place. Ils n'ont pas en force. Non, mais je crois que c'est le 11 ou quelque chose comme ça. La prochaine mandature. Oui, même jour de la date de lancement de la construction des dossiers. Mais celui qui n'est pas encore député, il ne peut prendre aucun acte. La préparation des dossiers se passe avant. La préparation des dossiers de candidature se passe avant. Le problème qui se pose, c'est plutôt au niveau des maires qu'au niveau des députés. Parce qu'à cette date-là, il y a déjà certains maires qui seront installés. Qui seront déjà installés. Est-ce que c'est les maires qui sont installés là
qui donnent parrainage ou bien c'est les anciens maires. Puisque la loi dit c'est les 77, les 77 plus les 109 députés. Donc, là, il y a doublon. Il y a les maires, les 77 maires qui sont en place en ce moment. Il y en a qui vont déjà faire C'est à ce niveau que la Cour trouve qu'il faut faire une correction. Oui, maintenant, est-ce qu'on doit passer nécessairement par le fait d'une révision ou ne serait-ce qu'au code électoral peut régler? Peut-être, c'est moi ce que je vois, vous savez, là où ils se sont mal pris, c'est la fixation des dates des élections. Et c'est le code électoral qui a fixé les dates des élections. C'est peut-être à ce niveau qu'il faut déplacer le curseur pour répondre aux exigences de la Cour constitutionnelle. Alors, je ne suis pas affirmatif, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'aller toucher à la Constitution. Mais d'ailleurs, d'autres aspects, on a député, et il y a comme une rumeur qui dit que on veut maintenant que les parrainages relèvent de la compétence exclusive des partis politiques, c'est-à-dire que les députés ou maires doivent remettre ces parrainages à leur président du parti, qui lui l'attribuera à qui de cet aspect. Est-ce qu'on a besoin de réviser la Constitution ou bien le code électoral est compétent? À ce niveau, il faut forcément modifier la Constitution, puisque la Constitution dit que les élus parrainent. N'a pas dit que le parti politique parraine. Ce sont les élus qui parrainent. Et moi, je crois que c'est une mauvaise querelle. Dans aucun pays du monde, on a vu les partis politiques parrainer. Et vous savez, c'est quand on est dans un système comme le nôtre où on use des lois pour gagner les élections, c'est comme ça que ça se passe. On veut tout contrôler. On veut dire c'est tel qui va aux élections, tel ne va pas. C'est le système que nous avons depuis 2016. Et ça ne marche pas comme ça. Récemment, à la présidentielle dernière, c'était ce même schéma. C'était les partis qui avaient donné le parrainage. Ce n'était pas réglementé. Ça, c'est interne que c'était fait. La loi ne permettait pas de faire ce qu'ils avaient fait. C'est à l'interne qu'ils ont fait ça. Et vous avez constaté qu'il y a un député qui a dit « Je veux mon parrainage, moi je veux donner mon parrainage à tel ». Est-ce qu'il a réussi? Il n'a pas réussi parce qu'à l'interne, ils ont fait leur jeu. Il avait déjà déposé. S'il n'avait pas déjà déposé, il pouvait donner son parrainage à qui il voulait. Mais non, est-ce que ce n'est pas violer alors le code en faisant ça? Puisque vous avez dit que le parrainage ce sont les élus individuels. Oui. Mais si le parti alors réclame les parrainages des élus et que ce soit le parti qui donne ces parrainages, est-ce que ce n'est pas une violation du code? C'est une violation, mais elle n'est pas faite de façon flagrante. C'est officiel, c'est entre eux. Ils se sont dit, vous prenez votre parrainage, vous déposez à votre chef de parti. Vous prenez votre une injonction interne. Voilà. Et ils font une gestion interne. Vous avez compris que ça a permis, ce que ça a permis, quoi? Que le parti politique ou que le patron de la mouvance puisse choisir le candidat qu'il veut affronter aux élections présidentielles. Bon, c'est vous qui le dites. Non, c'est de l'autorité publique, hein, tout le monde le sait. Il a affronté qui il veut affronter, il a affronté qui il peut battre facilement. Non, mais quelqu'un quand même de votre obédience, parce que vous êtes de l'opposition, et c'est un parti de l'opposition qui a été aux élections. Oui, mais il a eu des partis d'opposition qui n'ont pas eu le parrainage. Et qui, plutôt au lieu d'avoir le parrainage, se sont retrouvés en prison. Bien, honorable. Alors, bon, est-ce que je dirais qu'il est de l'opposition ou est-ce qu'il est de la mouvance? Il est entre les deux, je dirais peut-être de l'opposition. L'honorable Kani Dansanagne, il a dit que si la Constitution n'était pas modifiée au Parlement, qu'elle sera forcément modifiée par les sages de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Est-ce que c'est possible?
Non, et au terme de la constitution que nous avons, ce n'est pas possible. La constitution a dit comment elle doit être modifiée. Et c'est soit par voie référendaire ou par l'Assemblée nationale. Par l'Assemblée nationale d'abord, lorsque on atteint un pourcentage donné, et par voie référendaire. Donc, il n'y a pas la possibilité, parce que moi j'ai entendu ça, le recours qui a été envoyé, c'est faire injonction à l'Assemblée nationale pour modifier la Constitution, ou au cas où l'Assemblée nationale ne le ferait pas, que la Cour constitutionnelle s'en charge. C'est possible ça? C'est ça que je dis. Ben, on était dans l'attente de voir comment ça va se faire. Mais comme on est au Bénin et que tout est possible avec la force des choses, on attendait de voir comment ça va se passer. Mais je crois que la sagesse a prévalu. Et c'est ça, je dis, la Cour a trouvé une parade pour s'en sortir. Donc, moi, je pense que, honnêtement, au terme de la Constitution, tel que c'est aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'on puisse dire. Ils sont allés jusqu'à dire les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à tout le monde et à toutes les institutions. Donc, si la Cour dit qu'on ne fait pas, la Cour fait. Oui, si la Cour dit qu'on ne fait pas, la Cour fait à notre place. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas réglementaire, ce n'est pas constitutionnel. Techniquement, ça ne se justifie pas. Mais quels sont, si les sages de la Cour constitutionnelle, quel est alors leur rôle est-ce qu'ils sont juste gardiens de ce fondement de la nation ou, comme vous le dites tout à l'heure, ils peuvent interagir au niveau de la Constitution? De modifier? Oui. Non, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas leur rôle. Non, ce n'est pas leur rôle. Mais si c'est ça, alors sur quelle base? Parce que quand Laurent Azanaï il a dit, il était, je dirais, affirmatif. Oui, je vous dis que nous avons eu les mêmes informations. Okay. Je viens de dire ce qu'ils avaient tramé, je viens de dire. On avait la même information, mais on attendait de voir comment ça va se passer. Est-ce que quel miracle, par quelle alchimie, on a traité les coups de miracle, coups de ceci, coups de cela. On veut voir la cour actuelle là, jusqu'où elle peut aller. Bon, maintenant, nous avons eu dit aux députés que la forme de révision qui s'annonce permettrait aux députés, toutes tendances confondues, de gagner 2 ans. Est-ce que ce n'est pas épatant? Est-ce que ça n'épate pas le député de gagner 2 ans? Puisque déjà, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait des députés. Environ 200 millions de francs CFA. Je ne pense pas qu'il y ait des députés qui soient épatés par ça. Non, tout le monde sait que la fin du mandat, on en a pour 3 ans et que la fin c'est en 2026. Il vaut mieux faire comme ça, respecter les lois de la République et aller, parce que nous sommes dans... Nous, au Parti des démocrates, nous chantons tous les jours qu'il faut restaurer la démocratie dans notre pays. Adhérer à ça serait mauvais pour l'image que nous voulons donner au pays. Donc, à vous entendre, tout le bruit autour de la révision, elle est depuis phénomène. Ça ne se passera pas. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'autant plus que nous avons opté pour que ce soit 2 mandats du président Talon et que peut-être après 2026, c'est vrai, la Constitution a des problèmes, mais on va la réviser après 2026. Lui, il l'a révisé une fois déjà. La deuxième fois, quelqu'un d'autre viendra faire ça aussi. Et je pense que c'est ça qui est normal. Pour 2026, comment vous organisez pour 2026? Bon, alors, oui. Avant 2026, oui. Alors, si il devait s'avérer que ce soit les députés qui veuillent modifier la Constitution, est-ce que cette minorité de blocage que vous constituez pourra vraiment faire barrière aujourd'hui, si éventuellement, c'est une éventualité, si éventuellement la Constitution devait être modifiée au Parlement? Non. Bon, vous avez... Autrement dit, est-ce que vous avez confiance en vous? Voilà. En fait, les députés. Si je le dis, c'est parce que tout récemment, on a eu des indices de défection, parce que ce qui s'est passé avec... L'argent peut tout faire. Ne vous inquiétez pas. Nous, on est pauvres. Et on sait rester
court. Les députés, les 28 députés sont en bloc. Il y a des jeunes dedans, hein, Et très jeunes. qui veulent rouler leur voiture. Très jeunes, mais ils sont en bloc. Ils ont déjà de grosses voitures. Et peut-être que, autant que nous sommes, on n'espérait pas avoir ça. Mais nous l'avons aujourd'hui. Et nous ne comptons pas trahir le serment que nous avons pris devant nos populations pour qu'on veut avoir voiture. Donc, il n'y aura pas de révision. Quelle que soit l'origine de la révision, il n'y en aura pas avant 2026. En tout cas, en ce qui nous concerne. Et je voudrais vous dire que le groupe que j'ai dirigé sur des très solide. Oui, j'ai une dernière question. Je compte même que s'il s'agit vraiment de la révision, que le groupe grossisse. Bon, J'en suis certain. J'en suis certain. Bon, on va revenir sur le cas Joël Ivor, qui a Madougou, la loi d'amnistie qui n'est pas en train de connaître une bonne suite. Est-ce que vous avez encore une autre grille que vous avez tenté au cas où en plénière ça rejeté? Oui, au cas où en plénière, vous savez, moi j'ai dit tout à l'heure que j'étais un peu dérangé, peiné pour la position que nos camarades ont prise, mais il faut dire que je n'étais pas étonné. Qu'il vous souvienne qu'à la rencontre avec le chef de l'État, il a dit que lui ne soutiendra pas ça. Et quand le chef vous dit ça, vous connaissez l'attitude des députés de la mouvance à l'hémicycle. Et vous ne devez pas être étonné que c'est une fois sorti de cette audience-là, ayant entendu le chef, que la loi a été rapidement programmée. Ça veut dire qu'on sait déjà où va notre chef. Maintenant, on peut prendre la décision. Donc, ils ont automatiquement programmé. Sinon, la loi était là, dormait tranquille. Parce qu'ils ne savaient pas quelle était leur position de leur chef. Ils ont positionné. Et ils ont cherché des arguments pour dire non, que la loi, vous l'avez mal confectionnée. La loi d'amnistie, c'est 3 articles. La loi d'amnistie, c'est 2 articles. La loi d'amnistie est impersonnelle. Donc, nous avons pris notre temps doucement pour démonter, pour leur dire que en principe, nous sommes des députés, nous avons des habitudes. Une loi rentre au Parlement, elle se modifie par les députés et ressort pas comme elle est rentrée. Si vous pensez que la loi d'amnistie est mal conçue, la loi que nous avons envoyée est mal conçue, asseyons-nous. C'est le moment, c'est le travail de la commission et de la plénière par la suite. Ils ont dit non, que c'est impersonnel. On a dit non, modifions. Nous sommes allés chercher des lois. Il y a des lois d'amnistie qui ont 9 articles, 11 articles. Nous sommes allés chercher des lois où on a cité des noms, Tawes, pour l'opération Tawes. On a cité des noms. Mais pourquoi? Au finish, ils ont fini par avouer pour dire ça, cette loi ne passera pas. On n'est pas d'accord. Il faut rejeter ça. Il faut leur rejeter ça. Donc, on a fini par comprendre qu'ils ont suivi la position du patron qui a dit qu'il ne soutient pas la loi. Voilà, député. Oui, mais maintenant, vous demandez quelle est la suite. Nous espérons que les mêmes qui ont rejeté vont revenir à de meilleurs sentiments un de ces jours, et que ensemble nous allons faire ce qu'il faut pour libérer les camarades. Parce que nous savons, je vais finir, nous savons que tout ce qu'on a mis sur la charge de ces camarades-là n'en est pas. Et que ce sont des intrigues politiques qui nous ont amené ça. Et une fois que le président Patrice Talon a gagné les élections, personne ne l'en a empêché. Il est en train de diriger, il va faire 5 ans. Je crois qu'on devait revenir à de meilleurs sentiments. Et les intrigues politiques qu'on a fait pour mettre les gens hors d'état de nuire, il fallait revenir là-dessus et libérer les camarades. Très bien. Merci, honorable député. Et le président de votre parti, le docteur Goli Yahi, n'étant plus candidat en griffe, bientôt les élections, vous avez envie de porter cette charge comme candidat
du Parti des démocrates à la prochaine présidentielle? C'est le parti qui décide. Si le parti décide que c'est moi... Ou dans votre intérieur, est-ce que vous avez envie? Je dis si le parti décide que c'est moi, je ne refuserai pas. Mais si le parti décide que c'est une autre personne, je vais soutenir la personne comme cela se doit. Bien, honorable, nous tenons déjà pratiquement vers la fin, mais j'ai encore deux questions pour vous. Oui, allez-y. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de la modification de la Constitution. Oui. Et à vous écouter, vous semblez dire que ça n'arrivera pas. Oui. Et si elle devait arriver, et le président, est-ce que vous avez peur que le président Patrice Talon, c'est-à-dire, vous faites attention pour se présenter encore président pour les élections 2026? Non, nous n'avons pas peur, c'est qu'il n'est plus candidable. Au terme de notre constitution, lui-même il dit second et dernier mandat. Ce n'est pas affaire de peur, c'est affaire de normes. Il n'est plus candidat. Il n'est plus candidat, le président Patrice Talon. Donc, nous sommes prêts à affronter tous ces candidats. Il a dit qu'il sera actif, oui, on le souhaite. Qui vous fait peur dans le camp Talon pour... Je l'ai dit, nous sommes prêts à affronter tout le monde venant de lui. Je dis, nous sommes prêts à les affronter tous. Aucun d'eux ne nous fait peur. C'est-à-dire que l'opposition est très amie à lui, l'opposition, c'est possible. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'on n'est pas ami au président Talon? Moi, je suis ami au président Talon. Je vais donner une question. Parce que vraiment, si votre collègue, il insinue une école, il voudrait faire former les députés de LD, se prétendant de ce que vous ne savez pas très bien formé. Oui, et même d'ailleurs, il a ajouté que l'honorable Achadé, l'honorable sont les baobabs au niveau des démocrates et qu'il devrait, étant dans ce groupe-là, pouvoir manager, voilà, mais que ce n'est pas le constat et que lui, il est prêt à former. Est-ce que d'ici à là, on peut apprendre que le problème de Patrice Talon te donne des coups chez vous? Voilà. Merci beaucoup. Je dirais que le président Gbadamassi, honorable, je crois qu'il digère mal son échec aux élections de janvier 2023. Il digère mal. Et comme vous le savez, c'est les démocrates qui l'ont fait échouer à Parakou. Donc, il s'en prend à nous, à raison. Donc, moi, je le condamne pas trop, mais je lui dis que sa stratégie est mauvaise. C'est ça. Comment? C'est ça. Mais d'autant plus que c'est un politique qui ne veut pas quitter la scène politique. Mais il a encore à donner. S'il vous plaît, il en a encore à donner et il veut en donner. Mais lorsqu'il veut rester dans l'arène politique, dans la 8e circonscription électorale, il s'en prend très mal en s'attaquant à des personnalités, en s'attaquant aux partis politiques qu'il a fait tomber. Mais qui pouvait l'imaginer? Il dit que nous sommes sans stratégie. Tout au moins, nous avons de stratégie à Parakou. Si on n'a pas de stratégie, comment il est tombé? Parti de la mouvance. Un parti politique de la mouvance. Deuxième titulaire sur la liste. Et sur, je crois, 6 députés qu'on devait choisir. Et son parti n'a sorti qu'un seul. Ça veut dire que nous avons utilisé une stratégie qui lui a échappé, lui. Non, il dit son échec est dû plutôt au président Yaya Boni qui est venu dans les élections parce qu'il ne devait pas être là. Il le rang qu'occupe, par exemple, Yaya Boni aujourd'hui, c'est un rang de président. Donc, il devait affronter les candidats, les députés comme lui. Mais il a toujours chanté que c'est Yaya Boni lui veut affronter. Pour lui, les autres là, c'est des sans effet. Il veut affronter Yaya Boni. Pourquoi se plaint-il aujourd'hui? S'il a trouvé Yaya Boni, pourquoi se plaint-il aujourd'hui? Est-ce qu'il a jamais reconnu que Yaya Boni pouvait le dépasser à Parakou? Pourquoi il s'en plaint? Donc, si nous on a fait rentrer Yaya Boni dans le jeu à Parakou, ça veut dire que c'est aussi notre stratégie. Pourquoi il nous accuse? Non. J'ai dit à mon ancien collègue, Rachidi Gbadamassi, que je suis d'accord qu'il crée son école, mais qu'il
la créer pour le BR qui en a besoin. D'accord. Mais nous, à MC2, on n'a pas besoin de son en école. fait, l'émission, il y a une dernière question. Oui. Alors, lors de votre rencontre avec le président Patrice Talon, Oui. vous avez demandé à ce que le fichier électoral, plutôt, oui, c'est ça, le fichier électoral Oui. soit audité. Oui. Alors, où en sommes-nous par rapport à cette requête que vous avez fait à l'endroit du président? Que nous pensons que l'audit du fichier électoral n'est pas l'affaire d'un parti politique. Je crois que le président Patrice Talon le sait. L'audit du fichier électoral devait se faire de façon collégiale. L'ensemble de la classe politique et l'exécutif. Donc, il a dit, nous avons trouvé, je vais demander au Conseil de ministres, nous allons trouver les moyens. Oui. Comme vous le savez, l'EPI a été auditionnée plusieurs fois pour que nous ayons une liste électorale que nous avons, qui est une liste électorale quand même irréprochable. Ils l'ont dit à 98%, la LEPI était irréprochable. Et c'est dit par l'équipe de l'ANIP. Donc je pense qu'il faut, même si on ne le demandait pas, il faut auditer la liste qui est là. Si on sait ce qui s'est passé pendant les élections législatives passées. Donc, nous avons fait la requête, elle a été acceptée. Je crois le président Patrice Talon et nous-mêmes, on s'est dit que nous devons rester en contact pour que ça devienne effectif. Mais nous, au niveau du parti politique, nous sommes en train de prendre nos dispositions que nous allons soumettre à l'exécutif pour que ça se... Très bien. La régie déjà me fait signe que nous avons excédé, nous avons dépassé le temps qui vous était issu. Alors, honorable, merci d'être là, mais nous allons vous permettre... D'abord, si j'allais oublier, le précédent émission permet à ce que vous posiez une question aux journalistes qui vous ont reçu sur le plateau. Donc, vous avez la possibilité de poser une question. Alors là, plutôt, non, à nous tous. Peut-être, bien sûr, peut-être l'aura bientôt. À moi, non. Moi, je viens de la compris. Non, ben, je n'ai pas... Je n'ai pas de questions préparées, mais je me dis que j'allais vous demander si, honnêtement, vous êtes content de la presse dans notre pays aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez, moi-même, je constate des choses où la presse est sous ordre. Et j'ai entendu tout à l'heure, quand à l'entame, vous avez dit que le promoteur est un journaliste insaisissable. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais est-ce que vous êtes vraiment fier quand comment on appelle ça, quand les titres sont rédigés par la cellule de communication du palais, quand le contenu même, j'ai eu l'expérience dans ma commune où le palais envoie l'élément de la communication à la radio communautaire et le journaliste ne fait que lire et renvoyer la voix pour qu'on puisse payer la subvention. Est-ce que vous êtes fiers de notre presse aujourd'hui? Honorable député, nous sommes de la presse à l'image des Béninois, en l'occurrence des politiques. Oui. Vous-même déjà, vous n'êtes pas fiers de ce que vous êtes en politique. Dans la presse, nous n'en parlons plus. Nous ne sommes pas du tout fiers. Et c'est le moment de le dire. Avec fermeté, le régime en place n'a pas voulu avoir une presse libre. C'est pourquoi nous sommes coincés et triés dans notre vie. Et ce n'est pas facile de respirer, ce n'est pas facile de gérer l'entreprise dans le contexte actuel qui est le nôtre. Et en face, vous, de l'opposition qui a cédé au pouvoir, on ne peut même pas compter sur vous. On est plus fiers de ce que nous sommes et on espère que grâce à des luttes telles que celles que nous menons aujourd'hui, l'aurore sera se dessiner et les jeunes béninois seront un jour, ou comme on le dit tôt ou tard, fiers de ce que nous faisons. Si le camp prend notre cas béninois libéré, l'avocat l'a si bien dit, pour rester journaliste aujourd'hui, c'est la croix de la bannière, on suit même son propre sang pour rester un peu libre. Ce n'est pas facile. Ceux qui récitent
ces erreurs de langage, je dis, est-ce qu'on doit les accuser? Non. Quand vous êtes tenu par vos tripes, que vous n'avez plus autre opportunité pour exister, eh bien, le maître vous dit des lois. Ce que nous, Benoît, vous de constater, nous sommes insaisissables. On peut être avec vous et avoir la possibilité de contester certaines de vos revendications ou injonctions. Et ce n'est pas facile, tout le monde peut être Benoît libéré. Et je crois que nous sommes les seuls et on peut être un peu fiers d'être Benoît libéré. Je voulais dire que je suis très content parce que vous avez dit la vérité. Je suis satisfait de votre réponse. Merci. Et dites à notre papa Yaïboli, mais qui nous assiste. Il est de position. C'est là que je voulais en venir. J'allais dire à l'honorable que c'est une occasion. Et ce sont nos honorables députés. Alors, si, en tant qu'honorable député, ils peuvent faire quelque chose pour nous au niveau du Parlement, parce qu'on a vraiment besoin. Comme il a dit, il constate, comme nous tous, que nous souffrons au niveau de la presse. Alors, il faut faire quelque chose pour que nous aussi, nous puissions vivre de notre métier. On essayera. Très bien. On essayera parce que, comme vous l'avez dit, c'est peut-être qu'il faut institutionnaliser ça. Déjà, si ça existe au niveau de la Constitution, ça va être très difficile qu'un régime vienne et balaie ça du revers de la main. Je sais qu'il avait l'aide à la presse qui a disparu parce que c'était une décision peut-être prise en Conseil des ministres par décret et un autre gouvernement qui arrive peut facilement passer outre. Au lieu de faire évoluer ça, mais on a fait disparaître ça pour soumettre. Même notre ministère est parti. Oui, bon, voilà. Donc, vraiment, nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur notre plateau. Je crois que nous allons clôturer notre émission avec l'honorable. Oui. Chers amis internautes, vous l'avez compris, c'était l'honorable Nourenou Atchadé que nous avons reçu sur le plateau de DRTV. Oui. Et nous avons parlé de la Constitution, nous avons parlé du code électoral, nous avons parlé de la rencontre qu'ils ont eue avec le président Patrice Talon. Et l'honorable Nourenou Atchadé nous a expliqué son point de vue par rapport à la Constitution. Et je crois que les jours à venir vont nous dire encore plus tout ce qui va se tramer autour de cette question. Et nous sommes là pour vous apporter des réponses à toutes ces questions-là. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission.